Notre invité est Monchou Koko Tchamsi, vous le connaissez très bien. Il est directeur exécutif de l'ONG ASDI et également gérant de FIP. Avec lui, nous allons parler des enjeux de la camitologie. Cher ami, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonjour Michel, Vous allez bien? c'est un plaisir pour nous également d'être là Ouais. et nous vous remercions de nous solliciter de temps en temps, sinon ça va chez nous. Allez, avant de parler de la camitologie, on va permettre à nos chers invités de comprendre en 2 minutes la SDI et puis FIP, c'est quoi? L'ASDI, c'est une organisation qui a été créée depuis 2009 et qui a pour but de contribuer au développement intégral et endogène de l'Afrique. Nous avons constaté que le développement que nous essayons de mettre en place dans nos pays ne cadre pas réellement avec nos ambitions, ne cadre pas réellement avec nos peuples et nous faisons du développement par procuration. Donc vous allez voir qu'à chaque fois on invite des gens qui viennent de l'extérieur pour faire ci, pour faire ça, alors que nous devons faire tout ça là chez nous. Et donc nous avons initié cette organisation-là depuis pour pouvoir aider à aller vers le développement endogène, c'est-à-dire quelles sont nos propres valeurs, comment les développer, comment faire en sorte que dans tous les secteurs de la vie, d'où l'intégral, vous voyez. Donc, et cette organisation, dans son activité, à travers le temps, a lancé plusieurs projets. Il y a le projet Entraide agricole qui a fait beaucoup de choses également. Et le projet FIP, INABI, qui veut dire Fonds d'investissement populaire. INABI, c'est un projet qui a pour ambition également de mobiliser des ressources sur le plan local pour pouvoir contribuer au développement. Parce que nous nous sommes rendus compte que quand nous prenons l'argent de l'extérieur pour développer le pays, les bénéfices, les dividendes qui sont issus de ces investissements-là retournent à l'extérieur, ce qui fait que nos pays s'appauvrissent au jour le jour, pendant que d'autres qui viennent investir s'enrichissent ou bien prennent de l'argent chez nous ici pour aller construire leur pays. C'est le cas des Libanais, des autres nationalités que nous connaissons tous et qui font la pluie et le beau temps à Lomé. Ils sont devenus les rois et nous, on est les larbins. Voilà. Allez, on va aller vers la camitologie. C'est vrai, depuis quelque temps, on essaie de comprendre un peu, grâce à vous, mais on va quand même la définir. Qu'est-ce que la camitologie? La camitologie, en fait, c'est un courant de pensée philosophique. Un courant de pensée philosophique qui veut retourner au développement à la base. C'est exactement dans le cadre que je viens de développer avec l'ONG ASDI. Et ce courant de pensée philosophique embrasse pratiquement tous les secteurs de la vie courante. Donc, d'abord, le terme kamite, ça vient de l'étymologie kama. Kama qui, selon notre érudit sénégalais, Cheikh Anta Diop, qui veut dire la terre ou bien le pays des Noirs. Donc l'Afrique que nous appelons tous aujourd'hui s'appelait dans le temps en égyptien Kama, le pays des Noirs. Voilà. Et donc, c'est après que les Occidentaux nous ont prêté ce nom d'Afrique. Et nous utilisons aujourd'hui africain. Et nous, comme on veut retourner à la source, on a cherché à comprendre quel est le nom original de l'Afrique. Et c'est ça qui est Kama. Donc, la camitologie, c'est ce courant de pensée qui veut retourner à la source pour développer l'Afrique avec ses propres valeurs sur tous les plans. Il y a le plan spirituel, le plan éducationnel, le plan politique, le plan sanitaire. Pratiquement, sur tous les plans, notre courant de pensée a pour ambition de revisiter les valeurs, de les développer, de les moderniser s'il le faut, pour pouvoir donner une identité à l'Afrique. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous les Africains sont donc des kamites? Sinon, qui est considéré comme un kamite? En fait, normalement, comme je viens de le dire, si le nom de l'Afrique c'est Kama, donc tous les Africains sont normalement des kamites. Mais comme je viens de l'expliquer que c'est un courant de pensée, il y a des gens qui adhèrent à ce courant de pensée. Voilà. Et donc, ceux qui adhèrent aujourd'hui à ce courant de pensée sont définis comme des kamites. C'est vrai, il y a vraiment un véritable
amalgame sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se définissent comme des kamites, mais qui font des choses vraiment, vraiment, vraiment déplorables. Et donc, la définition de kamite, c'est celui-là qui veut, c'est-à-dire apprendre de la sagesse africaine. Puisque nous savons tous que l'origine de la connaissance vient de l'Afrique, vient de l'Égypte antique. Et donc nous nous identifions beaucoup plus à l'Égypte antique. Nous visitons beaucoup plus les réalisations, bien les découvertes scientifiques que l'Égypte antique a pu mettre en place et qui est le soubassement de tout développement. Parce que ne l'oublions pas, les Grecs, les Romains, tout ce monde, les philosophes grecs et tout, ils sont venus à l'école en Égypte avant d'aller développer tout ce qu'ils ont eu à faire chez eux. Alors, cela veut dire que tous ceux qui adhèrent à la pensée philosophique, à ce courant philosophique, est appelé kamite. Donc, on peut comprendre pourquoi la kamitologie, puisqu'elle s'impose finalement peut-être à tous les Africains. Normalement, tous les Africains devraient adhérer à ce courant de pensée pour pouvoir retourner d'abord à la source et avoir des racines. Parce que lorsque vous êtes né et que vous grandissez sans racines, sans vous ancrer dans la source profonde de votre être, vous êtes perdu. Vous voyez, un arbre sans racines ne peut pas survivre. Et donc, la kamitologie, ce que nous voulons définir aujourd'hui, c'est faire en sorte que tous les Africains puissent se reconnaître vraiment africains, vraiment des kamites. Ça, c'est retourner à la source sur le plan spirituel, sur le plan politique, culturel, économique, toutes les phases de développement d'un pays. Nous avons quand même des références qui nous permettent de dire aujourd'hui que la kamitologie peut sauver l'Afrique de ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes perdus, ballonnés par le vent de gauche à droite, tout le monde marche sur nous, les Noirs sont embêtés partout, il y en a qui meurent dans la mer, on les assassine, vraiment, sur tous les plans. Ce qui se passe à Dubaï par exemple, nous sommes au courant, on ne respecte pas le Noir. Pour qu'on puisse respecter le Noir, il faut que le Noir se respecte. Et pour se respecter, il faut un retour à la source. Alors, quels sont donc les domaines d'intervention? C'est vrai que vous avez donné tout à l'heure quelques domaines. Vous avez parlé de la spiritualité et sur le plan culturel également, vous avez évoqué des choses. Quand on prend ce plan, la santé par exemple, qu'est-ce que la kamitologie peut justement apporter? La kamitologie apporte beaucoup dans la mesure où le grand savant Imhotep, qui est le père de tout ce qui est sciences sanitaires dans le monde, puisque comme on le dit souvent, comme on l'appelle Hippocrate et les autres ont reconnu dans leurs écrits qu'ils ont copié Imhotep, ce grand savant africain. Il a donné quand même déjà des grandes lignes. On faisait déjà des opérations oculaires en Afrique. On faisait déjà des césariennes en Afrique. On faisait des opérations pour réparer le cœur et tout ce qui va avec. Et il y a même quand même aujourd'hui encore dans certaines familles, dans certaines contrées, des familles qui sont spécialisées dans telle autre opération. Vous êtes sans savoir par exemple que dans les villages avant, les forgerons était quand même cette caste-là très respectée qui intervenait sur certains cas de santé spécifiques. Voilà. Donc l'Afrique regorge par exemple de tout ce dont nous avons besoin pour nous soigner de toutes les maladies. Aujourd'hui, quand vous êtes malade et que vous n'allez pas à l'hôpital, vous utilisez les herbes, on va vous dire, mais est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors que j'ai déjà eu à développer certaines choses en disant, surtout sur ce plan sanitaire, que nous avions les vaccins des milliers d'années avant l'arrivée des Blancs. Les poudres noires qu'on mettait dans le sang par la scarification, c'était des vaccins contre les morsures de serpents, contre des maladies comme la variole et autres. On avait quand même des vaccins qui nous permettaient de nous soigner. On a les herbes qui sont là et nos ancêtres ont pris soin d'identifier chaque type d'herbe avec ce que cette herbe-là peut guérir comme maladie avec la posologie. C'est un travail scientifique. C'est un travail scientifique de pointe qui a été fait parce que comment reconnaître que telle herbe traite telle maladie? Comment arriver à déterminer la posologie exacte? Et tout ça là, aujourd'hui nous avons balayé ça avec le revers de la main, soit disant que c'est des trucs empiriques, archaïques et que ça ne sert à rien. Aujourd'hui même, il y a des maladies, quand vous allez à l'hôpital, on vous dira que
arriver à ce point, retourner au village pour vous faire soigner. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que la science, sanitaire, camitologique, avait une supériorité qui est encore démontrée aujourd'hui, seulement que nos intellectuels ne veulent pas l'accepter. Voilà. Alors, sur le plan éducatif également, Monsieur Tchampsi, vous soutenez Mordicus dans vos interventions que beaucoup de choses doivent être faites en Afrique. Vraiment, beaucoup de choses doivent être faites. Je prends juste ce qu'on nous apprend à l'école. Pour aujourd'hui, on nous donne des formations alambiquées, guindées et préparées à dessein par l'Occident pour nous maintenir dans l'esclavage mental. On nous apprend par exemple dans les écoles ce que c'est que la France, où se situent les Alpes, les États-Unis d'Amérique, tout ça là, alors que l'Afrique vient toujours en dernière position dans le programme, histoire qu'on ne puisse pas peut-être terminer ce programme. Il y a des grands savants qui n'ont pas droit de citer dans nos écoles. J'ai parlé tout à l'heure de Cheikh Anta Diop. Il y a d'autres comme Omotunde, comme d'autres savants qui travaillent, qui ont beaucoup travaillé sur, que ce soit l'histoire, la science, les mathématiques, tout ce qui fait la science aujourd'hui. Mais on ne les cite pas, nous ne les connaissons même pas. Les noms que je cite, Imhotep, tout ça là, pour certains, c'est comme un mythe. Vous voyez? Donc sur le plan éducationnel, on a du travail à faire. Et j'aimerais revenir encore un peu en arrière en disant que certains soutenaient par le passé que l'Afrique n'avait pas d'école et que c'est le blanc qui nous a créé des écoles. Je veux dire que c'est archi faux. Avant, nous avions des couvents qui étaient des centres de formation, des écoles sophistiquées. On apprenait aux gens à manipuler les herbes, à manipuler même les ondes. Les ondes, je parle bien des ondes. Ce que les Blancs ont découvert il n'y a pas longtemps, nous apprenaient ça dans les couvents. Vous êtes sans savoir que les ancêtres appelaient leurs frères dans les calebasses et discutaient avec eux. Et cela ne peut pas se faire sans les ondes. C'est avec les ondes. Aujourd'hui, les Blancs ont apprivoisé la même chose dans nos téléphones portables et on les applaudit. Alors que nous, on maîtrisait ça depuis l'Antiquité. Et donc, il y a vraiment... il faut quand même décoloniser aussi les esprits et leur faire comprendre et nous faire comprendre que nos couvents ne sont pas des centres sataniques où on apprend à tuer, non, mais où on apprend tout sur la vie. Il y avait la santé, il y avait les mathématiques, il y avait l'économie, il y avait tout. Et donc ceux qui sortaient de ces écoles-là, c'était quand même des références dans le temps. Vous voyez. Alors, dans les domaines d'intervention également, vous parlez de la politique. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose dans ce... Oui, on peut comprendre beaucoup de choses dans la mesure où aujourd'hui l'Occident tend à imposer au monde entier leur système économique, leur système politique plutôt, qui ne respecte vraiment rien en termes de... La démocratie, c'est je ne sais même pas ce qu'ils appellent comme ça, parce que, excusez-moi le terme, lorsqu'on dit vous devez élire votre dirigeant, on vous donne les urnes, vous allez, vous votez. Et au même moment, on amène d'autres urnes bourrées derrière. Parce que ne l'oublions pas, c'est l'Occident même qui prépare les fraudes électorales en Afrique. Et donc, eux-mêmes, parfois même à Paris ou parfois au pays ici, dans une des villas, on donne des directives ou bien ils amènent des logiciels pour pouvoir tripatouiller les élections et mettre quelqu'un que eux ils veulent à la tête de nos pays, à notre place. Vous-même vous voyez déjà, on ne peut pas se développer avec. Quand nos dirigeants défendent Mordicus, les intérêts occidentaux à la place des intérêts de leur peuple, et c'est flagrant, et ils s'en moquent, ils le font à découvert, ils s'en foutent, parce qu'ils savent que c'est l'Occident qui les a mis en place, et non dans ce le cas, peuple. vous proposez quoi? Peut-être le retour. Nous proposons le retour, royauté. pas à la royauté, mais dans l'ancien temps, il y avait des mécanismes pour élire les rois. Les rois n'étaient pas désignés par hasard. Il y avait des communautés à la base qui étaient élus également à leur poste, des chefs de quartier, des chefs de... Tout ce monde-là se réunissait et on réfléchissait de façon démocratique à qui peut incarner la vision la vision de ce peuple-là et le conduire sur une période donnée.
Et donc, c'est ce qui se faisait. Nous avons connu des grands rois en Afrique, hein, les Béhanzin, les Samori Touré, qui ont fait quand même de grandes choses. On ne peut pas l'ignorer. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle toujours de cette histoire politique, nous sommes des partisans aujourd'hui d'un fait qui va faire sourire beaucoup. Aujourd'hui, la plupart de nos présidents africains font quoi? Ils prêtent serment, juste après les élections, sur la Bible. Or, nous tous, nous savons que personne ne respecte la Bible. On peut m'insulter, on peut dire tout ce qu'on veut, mais personne ne respecte la Bible. Parce qu'ils prêtent serment sur cette Bible, ils peuvent tout le temps se dénier, faire le contraire exactement de ce qu'ils ont dit. Mais demandez-leur juste de prêter serment sur un vrai fétiche. Je ne parle pas des fétiches tripatouillés là, un vrai fétiche. Ils seront les premiers à respecter les engagements qu'ils prennent. Parce que le fétiche, lui, tu ne respectes pas ses engagements, il te remet à ta place. Alors qu'aujourd'hui, on vit le contraire. Donc, il va falloir quand même qu'on revienne à la source un peu plus vers notre tradition, nos us et coutumes, pour pouvoir redéfinir là où nous voulons aller et faire ce que nous voulons pour que le pays, le continent puisse se développer. Alors, revenir à la source revient à parler peut-être des enjeux, et dans ces enjeux, vous avez mis la Renaissance africaine. Oui, la Renaissance africaine. Pour aujourd'hui, je peux dire que l'Afrique, ce nom-là même, on se demande qu'est-ce que ça signifie. Donc, les Noirs, partout dans le monde, comme je l'avais déjà dit précédemment, qui ne sont pas respectés. Comment faire pour qu'on puisse nous respecter dorénavant? Le Mali, je peux dire déjà qu'ils sont en train de faire un travail formidable, mais ce n'est pas sur tous les plans, sur un certain nombre de plans où ils montrent déjà comment un peuple peut se faire respecter. Alors, la Renaissance africaine fait intervenir l'histoire. Aujourd'hui, on nous a appris une histoire racontée par le colon. Celui-là même qui a tué nos parents, celui-là même qui a coupé la main de nos parents, celui-là même qui est venu acheter nos frères et les amener en Amérique, celui-là même qui en a jeté une bonne partie dans la mer. Il a raconté sa part de l'histoire, c'est ça qu'on nous apprend à l'école. Quelle sorte d'homme mature nous créons en faisant pareil? Alors, nous devons redéfinir l'histoire, raconter l'histoire telle que nos ancêtres l'ont vécue réellement. Aucun noir africain conscient, respectable n'a vendu un autre noir contre des pacotilles. Mais imaginez, les rois africains étaient parés d'or, de la tête jusqu'aux pieds. Et on nous a montré à l'école que ces messieurs-là vendaient justement leur propre peuple contre des pacotilles, contre des miroirs. Ça ne sonne pas. Et ça fait très mal au cœur lorsqu'on sent des choses comme ça. Nous devons redéfinir la géographie, par exemple. Tout ça fait partie de la Renaissance africaine. La carte du monde, telle que nous la connaissons, c'est eurocentré. C'est l'Europe qui a fait cette carte et il s'est mis au centre. Et ils se sont positionnés de manière à ce qu'on nous montre qui nous sommes. Normalement, l'Afrique ou bien le continent africain devrait redéfinir sa propre carte géographique et mettre l'Afrique au centre. Le nord n'est pas forcément là où se trouve l'Europe. On peut retourner cette carte. Quelle est la référence qui permet de dire que c'est là-bas qui est le nord? Puisque nous sommes dans l'univers et c'est vaste. Vous voyez? Donc nous sommes à l'ère où tous les peuples ont ouvert les yeux. Les Chinois sont en train de réclamer leur souveraineté et leur contribution dans le monde. Et nous aussi en Afrique, notre renaissance qu'on doit faire cela aussi. Doit apporter non seulement ces petites choses dont je viens de parler, mais aussi ce que nous savons faire en tant que peuple et le vendre aux autres nations du monde. On a déjà parlé de l'éducation, mais vous parlez de la refonte de l'éducation en une minute. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La refonte de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que nous formons des chômeurs. Nous formons des jeunes qui sont prêts à rester, par exemple, dans les bureaux. C'est ce qu'on leur a dit à l'école. Et à gagner leur argent. Nous ne formons pas encore les gens qui sont prêts à aller sur le terrain, à cultiver, à fabriquer des machines et à faire l'agriculture moderne. Puisque si il faut réduire la population qui va dans les champs, il faut aussi des machines pour aller travailler à leur place. Mais ces machines-là, on ne peut pas les importer. Parce que si on les importe, on importe
la main-d'œuvre chez nous. Ça dit, on est en train de financer la main-d'œuvre dans un autre pays. Il faut qu'on fabrique nos propres machines. Donc, ces personnes qui ne peuvent plus être dans le champ doivent être dans les usines en train de fabriquer ces machines. Or, nous ne le faisons pas, mais nous importons des machines. Donc, la refonte de l'éducation, c'est quoi? C'est redéfinir nos priorités. Qu'est-ce que nous voulons faire? Et maintenant, faire des cursus de formation qui cadrent avec ce que nous voulons faire pour demain. J'ai parlé tout à l'heure de la caste des forgerons qui a disparu, alors que c'est une caste très importante dans tous les maillons. Aujourd'hui, au MIT, on apprend à forger comme dans l'ancien temps. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Il y a les tisserands, il y a d'autres métiers, même la construction dans les villages. La maçonnerie locale a disparu au détriment de la maçonnerie moderne, alors que c'est prouvé que les constructions en terre battue ont plus de durabilité, de dureté et sont plus écologiques que ce que nous construisions avec les briques. Les balles n'arrivent pas à traverser, par exemple, les constructions à base de l'argile. Mais tout ce monde, tous ceux qui font ça sont en train de disparaître. Il va falloir redéfinir les priorités, reformer une autre catégorie de jeunes pour qu'ils puissent prendre la relève. Sinon, on sera à un point où on serait totalement déraciné. On ne pourra même plus rien faire pour retourner en arrière parce qu'il n'y a plus de référence. Alors, la valorisation de la culture africaine, selon vous, comment elle peut se faire? Elle peut se faire d'abord à travers plusieurs aspects. Il faut d'abord qu'on reconnaisse la valeur de cette culture. Aujourd'hui, beaucoup traitent nos cultures de sataniques, de diaboliques, sans savoir leur signification d'abord, ni ce qui se trouve dans cette culture. Il suffit qu'on leur parle de la culture, dire ah non, ça c'est diabolique, ça c'est satanique. Non, il va falloir redéfinir tout ça là. Ensuite, faire un travail de fond, recollecter des informations. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Pourquoi ne pas créer par exemple des médiathèques ou des bibliothèques qui parle réellement de la culture et de la signification des pratiques culturelles. Sans oublier le côté spirituel. Parce que l'homme n'est pas seulement un être physique. L'homme est un être spirituel d'abord avant d'être physique. Et donc, la spiritualité doit revenir, je ne parle pas de la religion, je parle de la spiritualité qui doit revenir également dans cette histoire de culture pour pouvoir redéfinir les principes directeurs de notre société. Sinon, on est perdu. On a encore 3 minutes pour parler de la modernisation des sciences ancestrales et le développement endogène intégral de l'Afrique. Oui. Les deux. D'abord, la modernisation des sciences ancestrales. Oui, la modernisation. Je vous ai parlé tout à l'heure de la médecine traditionnelle. Il va falloir revisiter. Et si avant on faisait des infusions qu'on met dans des bouteilles pas possibles et puis on vend, aujourd'hui il va falloir redéfinir. Pourquoi ne pas aussi aller peut-être vers des gélules, pourtant écologiques, voilà, des gélules, les poudres à scarification dont j'ai parlé, qui sont de véritables vaccins. Pourquoi ne pas en produire en grande quantité et le vendre partout dans le monde? Retour en arrière. Voilà. Pourquoi ne pas identifier les pans réels de développement qui sont déjà ancrés dans notre culture et les développer? Parce qu'une fois identifié, il faut un travail de fond pour voir comment moderniser sans couper la racine. Et c'est ça un travail de fond. Il y a aujourd'hui aussi un problème majeur, c'est que beaucoup d'hommes culturels ou bien beaucoup de nos anciens qui sont là ont perdu des repères. Ils se disent enseignants, mais ils enseignent du faux. Alors, il va falloir aussi refaire un travail de formation, de clarification pour que les documents qui seront produits dans les jours et années à venir puissent réellement refléter ce qui doit se faire et comment ça doit se faire pour une modernisation de... C'est tout. Quand on parle de la modernisation, il y a l'agriculture, il y a la finance, il y a tout qui est dedans. Et voilà. Et le développement endogène, surtout intégral de notre continent, l'Afrique. Le développement endogène de l'Afrique. C'est tout ce dont nous sommes déjà en train de parler. Le développement endogène, c'est ce développement-là qui vient depuis la base. Les villages doivent redevenir des cellules de production.
Et donc aujourd'hui, quand on prend chaque village, il y a des spécialités, il y a des choses. Par exemple, tel village produit des fruits, il faut qu'on mette l'accent sur ces fruits-là. Et tel autre produit quoi? Peut-être de l'huile de palme. Il faut qu'on mette l'accent sur l'huile de palme. Et voilà, ainsi de suite. Il faut que la production quitte la base. Maintenant, après la production, il faut la transformation. La transformation doit être également ancrée sur nos pratiques ancestrales. Je prends par exemple le savon noir que nous produisons en Afrique. C'est produit à base de quoi? Il faut de l'huile et puis il faut la potasse, le kawash. Donc, il y a la potasse naturelle que nos ancêtres ont toujours produit. Pourquoi ne pas produire en grande quantité, produire du savon propre en grande quantité? Parce que nous le savons aujourd'hui, les savons que nous utilisons agressent notre peau et détruisent nos cellules. Et nous amènent même des fois les cancers et tout ce qui va avec. Donc, c'est un travail de fond sur tous les plans. Quand on parle de développement endogène, il faut quand même qu'on identifie tout ce qui est pan de production au niveau local. D'abord, après leur identification, essayez, par exemple, je prends encore l'exemple des tisserands, ceux qui tissent les pagnes. Depuis l'Antiquité, ils utilisent toujours le même procédé pour tisser les pagnes. Aujourd'hui, il est temps qu'on modernise le processus pour produire en grande quantité. On ne peut plus continuer par laisser des gens traîner pendant des semaines avant de finir un pagne. Il faut améliorer le processus. Tout ceci, c'est le développement local. Et si chaque village produit ne serait-ce qu'une quantité qui dépasse leur propre consommation, le surplus doit être vendu d'abord ou transformé avant d'être vendu. Et c'est ça qui nous amènera des devises dont nous avons besoin pour gérer l'économie. Donc le développement endogène, c'est tout un processus. Si vous voulez, on peut peut-être organiser une autre émission spécialement pour en parler. Merci beaucoup à vous, Montou Kokou Tsamsi. On a parlé des enjeux de la camitologie. Vous êtes directeur exécutif de l'ONG ASDI. Vous êtes gérant du FIP également. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé, cher Michel. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités qui sont déjà là pour Regard Croisé.